Je coupe les micros en tout cas, peut-être à Élise Leclerc, pour nous faire en fait une présentation sur l'évaluation de la mesure d'impact, qui est quand même une démarche qui se généralise largement dans le secteur des fondations et qui accompagne sa professionnalisation, mais qui pose aussi beaucoup de questions. On ne peut pas s'engager dans cette démarche sans quelques bases préalables. Merci Élise, c'est à vous. Merci beaucoup Anne. Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Très bien, donc j'ai 20 minutes. Alors, je vais vous présenter, comme a dit Anne, les rudiments de l'évaluation d'impact social. Anne m'a communiqué un certain nombre de questions qu'elle avait collectées sur le sujet. Donc, à travers cette présentation, je vais essayer de répondre à ces questions, sachant que, comme Anne vient de vous le présenter, vous allez pouvoir ensuite approfondir de nouvelles questions lors de vos sous-groupes. Et puis, à la fin, on se retrouvera et je tenterai de répondre à ces nouvelles questions autant que faire se peut. Alors rapidement, donc moi je suis directrice du laboratoire évaluation et mesures d'impact social. C'est donc un laboratoire qu'on a créé il y a 3 ans au sein de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social avec Thierry Sibieude et Jérôme Schatzmann. La chaire elle-même, ça fait 19 ans qu'elle existe. Donc, on a pas mal d'expérience sur le sujet de l'innovation et de l'entrepreneuriat social avec 450 étudiants diplômés et on accompagne aussi des entreprises sociales à travers notre accélérateur d'entreprises sociales. On crée des MOOC. Donc, il y a un MOOC évaluation et mesures d'impact social qui est gratuit, qu'on va créer en 2019 et que donc vous pouvez aller regarder, qui est très intéressant. Le laboratoire lui-même, ce qu'on fait, donc depuis 3 ans, on a 3 grands axes de travail qui sont l'expérimentation. Donc on travaille avec des partenaires, dont Françoise de la Fondation Massif, sur des projets de recherche-action qui nous permettent d'expérimenter sur le terrain et de vraiment voir les enjeux des partenaires, de l'écosystème autour de l'évaluation d'impact social. Ces expérimentations nous permettent de développer la connaissance. Donc, on écrit des articles, on crée des benchmarks, on outille l'écosystème et cette connaissance nous permet de renforcer la capacité à agir de l'écosystème à travers un certain nombre de formations ou de webinaires et d'interventions comme celui que je fais aujourd'hui. On a un club aussi pour nos partenaires, pour information. Donc, voici nos partenaires qui nous permet finalement de discuter des enjeux d'évaluation d'impact social entre partenaires et d'échanger sur des sujets communs avec toujours pour idée de faire progresser la connaissance et de d'aider à outiller les acteurs de l'écosystème en toute transparence et avec un esprit de collaboration. Voilà. En ce qui concerne l'impact social, donc je vais vous donner un petit peu de théorie en essayant d'utiliser des exemples concrets le plus possible pour que ça puisse vous aider à comprendre ce que c'est que l'impact social. Donc, des éléments de définition, on va parler beaucoup de terminologie ce matin. Alors, l'impact social, souvent on parle de conséquences. La définition qu'on utilise à l'ESSEC, c'est celle du Conseil supérieur de l'ESS, la plus récente de 2011, donc ça fait quand même déjà 10 ans, qui consiste donc en l'ensemble des conséquences des actions d'une organisation sur ses parties prenantes externes, directes ou indirectes de son territoire, et puis parties prenantes internes aussi, et plus largement la société. Donc, c'est une définition, comme vous voyez, qui est assez costaud et qui englobe pas mal de choses. La Commission européenne, elle parle d'effets. Donc, ça, c'est une définition qui date de 2006 que vous voyez à l'écran. Donc, assez générale. Et puis, avant ça, l'OCDE, qui travaille beaucoup sur l'impact social, puisque l'évaluation d'impact social et les cadres qu'on utilise sont largement hérités des cadres d'évaluation de programmes de développement international, pour vous donner un petit historique, et qui parle d'effets et de changements à long terme, positifs et négatifs. Donc là, on a tout l'aspect négatif aussi, que vous connaîtrez peut-être à travers tout ce qui est externalité positive et externalités négatives dont on parle beaucoup au niveau de la RSE notamment, donc responsabilité sociale et environnementale. Et puis donc ces effets primaires et secondaires induits par une action de développement ici. Donc c'était en 2002 où on utilisait encore cette méthodologie autour des actions de développement international. Maintenant, on l'a transposée au sujet d'innovation sociale plutôt que uniquement de développement.
Donc ça, c'est des définitions. Je sais aussi, donc, à travers les retours d'Anne, que les distinctions entre les terminologies, notamment satisfaction, changement et impact, sont importantes. Donc, je vous ai donné une petite illustration. La plupart du temps, quand on travaille avec des structures de l'ESS et des fondations, aussi, on voit que une action, une intervention a eu beaucoup d'impact parce que les gens avaient communiqué un taux de satisfaction très fort. Il y avait un bon taux de fidélisation, par exemple. Alors, donc, ce que je voulais clarifier, c'est que quand on parle de satisfaction, on ne parle pas du tout d'impact social. Donc, j'ai mis ce petit exemple un petit peu provocateur pour expliquer que finalement, la satisfaction, ça peut se baser sur beaucoup de choses, hein. Donc là, on est sur la grande distribution qui ont des forts taux de satisfaction. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un fort impact social. Et la satisfaction, c'est quelque chose de tout à fait différent, même s'il est important, évidemment, que les bénéficiaires aient une satisfaction lors de l'intervention, déjà pour qu'ils y retournent, et puis dans certains cas, pour que ça aide le changement qu'on essaie de provoquer à travers cette action. Notamment tout le côté apprentissage, hein. On sait que c'est très important d'avoir une certaine satisfaction, un plaisir dans l'apprentissage, mais la satisfaction n'est pas du tout un critère d'impact ou de résultat, et donc est à exclure, ou en tout cas est très différente de toutes les démarches d'évaluation d'impact social. Voilà, donc ça, c'était pour clarifier cet aspect-là. Le changement et l'impact, c'est ce dont on parle quand on parle d'impact social. Et donc, quelqu'un peut avoir une très forte satisfaction lors d'une formation, par exemple, et finalement que cette formation ne change rien pour elle, qu'elle n'ait rien retenu, mais par contre qu'elle ait beaucoup apprécié l'animation, etc. Et dans ces cas-là, il n'y aura aucun impact et aucun changement suite à cette formation. Donc là, je vous donne un exemple d'impact d'un programme sur lequel on a travaillé pour vous aider à imaginer ce que c'est qu'un impact par rapport à un résultat ou à un taux de satisfaction, par exemple. Donc ici, on a évalué l'impact suite à un atelier. Donc, c'est le programme Les Connectés, qui est un atelier d'inclusion numérique pour les seniors avec, donc c'est un programme de l'association Unicité, que vous connaissez sans doute, et qui travaille sur l'intergénérationnel entre donc des jeunes de 16-25 ans et des seniors sur l'inclusion numérique et l'acquisition de compétences. Donc sur une question et un indicateur de changement, on a réfléchi au développement et l'acquisition de nouvelles compétences techniques pour les seniors qui avaient participé au programme. Alors, sur le court terme, on a remarqué donc tout en haut à gauche que 91% déclarent avoir approfondi ou découvert des compétences. Donc ça, c'est à la sortie finalement du programme, ils avaient acquis un certain nombre de compétences. Et quand on regarde à un petit peu plus long terme, et c'est là qu'on va voir la différence entre le changement et l'impact, à un petit peu plus long terme, est-ce que ces personnes continuent de mobiliser ces compétences? On descend à 61%. Donc ça, c'est une façon de comprendre que l'impact, c'est quelque chose qui va se faire à un petit peu plus long terme et qui ne va pas forcément être la même chose que si on pose la question, en tout cas à la sortie. Autre indicateur de changement suite à ce programme et qui est donc aussi à long terme, donc on va être sur de l'impact, 63% disent communiquer plus facilement avec leurs proches grâce à ces nouvelles compétences acquises. Et autre impact, 76% estiment avoir une meilleure compréhension des jeunes. Donc là, on n'est plus sur le fait qu'ils aient acquis des compétences numériques, mais là, on est plus sur l'interaction du programme intergénérationnel. Mais par contre, on n'est pas sur de la satisfaction. Hein. Toujours, on a aussi posé la question de la satisfaction, mais ça ne rentre pas en ligne de compte dans l'évaluation de l'impact social. Alors, en termes de vocabulaire, je vais vous dérouler ce qu'on appelle la théorie du changement pour vous expliquer ce que c'est que la différence entre déjà l'impact et puis tout ce qui est reporting, performance. Parce que je sais que c'est des questions et des termes qui sont souvent peu clairs. Donc, quand on évalue l'impact social, vous connaissez peut-être le terme de théorie du changement, de cadre conceptuel, on parle aussi de chaîne de valeur.
on parle des mêmes mots la plupart du temps que ce que vous voyez à l'écran. Donc, on se base sur le besoin d'une partie prenante et ensuite, on va regarder les objectifs, les ressources, les activités qui ont permis de répondre à ce besoin et les réalisations, donc le nombre d'activités qui ont été réalisées. Et c'est quand on passe au résultat et à l'impact, qu'on va parler du changement. Alors, si je vous donne par exemple ce webinaire, le besoin de vous qui êtes les parties prenantes, votre besoin à travers ce webinaire et mon intervention, c'est de mieux comprendre les enjeux de l'évaluation d'impact social et pour moi, en tout cas, c'est d'essayer de vous convaincre que c'est important de mettre en place, de commencer à réfléchir à mettre en place une démarche d'évaluation d'impact social pour votre fondation. Donc, l'objectif pour moi, c'est de vous transmettre ces connaissances, mais pour vous, c'est de les acquérir et de comprendre de nouveaux termes. Les ressources, eh bien, c'est le temps que Anne a passé à organiser ce webinaire, c'est votre temps à vous, c'est mon temps et puis c'est toute la structure qu'il y a autour. Les activités, c'est cette présentation, ce webinaire, les sous-groupes et tout ce qui a été mis en place pour vous aider à acquérir ces connaissances et à pouvoir poser des questions de la meilleure façon possible. Donc, le principe de cohérence par rapport aux besoins et puis de pertinence par rapport aux objectifs. Les réalisations, c'est le nombre de personnes qui est présentes aujourd'hui et puis le temps que vous allez passer à réfléchir à ce sujet. Donc, on a 1 heure. Et les résultats, c'est là que c'est plus difficile. Ça va être le changement finalement et ça va être ce qui, à la fin de cette séance, vous aurez retenu. Donc, quelles connaissances vous aurez acquises, quelle réflexion ça aura créé pour vous. Et puis, pour moi, un indicateur de résultat, ce serait si vous avez l'intention d'aller plus loin dans cette réflexion et l'intention d'aller plus loin aussi dans cette démarche peut-être de mise en place d'une évaluation d'impact social. Donc là, on va parler de résultats. Vous voyez que les termes anglais réalisation, résultat, outputs, outcomes, se répondent un peu plus. Les réalisations, c'est ce qu'on trouve souvent dans les rapports d'activité, combien de personnes sont venues, combien de personnes touchées, de bénéficiaires, etc. Les résultats, c'est ce que ça a changé. Est-ce que vous avez acquis des connaissances? Donc, si on voulait l'évaluer, il faudrait qu'on vous fasse passer un petit test à la fin de ce webinaire sur quelle est la différence entre impact, satisfaction, changement, etc. Ce qu'on ne va pas faire. L'impact, par contre, ça va être ce résultat. Si dans 3 mois, on vous envoie un petit questionnaire pour vérifier, en tout cas pour savoir si vous avez toujours, vous vous souvenez de ces connaissances, donc on vous fait repasser le même petit test. Donc là, c'est la durabilité de ce résultat. On va regarder si ça a été pérenne ou si vous avez tout oublié le lendemain. On va aussi regarder si vous avez réalisé, ou en tout cas si vous avez entamé une réflexion plus longue, si vous êtes passé à l'action sur entamer une démarche d'évaluation d'impact social. Donc ça va être finalement la mise en pratique, donc à 3 mois, ce qu'on ne peut pas évaluer évidemment à la fin de ce webinaire. Et puis, on va regarder si à 3 mois, finalement, si vous êtes passé à l'action, si vous avez entamé une démarche ou appelé un cabinet de conseil pour réfléchir davantage. Est-ce que c'est grâce à ce webinaire ou est-ce que c'est parce qu'en même temps, vous avez un nouvel employé qui a démarré et qui a des compétences sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle finalement vous avez décidé d'entamer une démarche d'impact social? Et là, c'est tout le côté attribution. Et enfin, la dernière partie de cet impact, c'est de savoir si de toute façon, est-ce que vous ne l'auriez pas fait dans tous les cas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le poids mort ou le contrefactuel. Et c'est de savoir si, puisque tout le secteur monte et se professionnalise autour de l'évaluation d'impact social, est-ce que de toute façon, vous ne seriez pas arrivé à mettre en place une démarche, que vous soyez venu à ce webinaire aujourd'hui ou pas. Donc, résultat, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir dire à la fin d'aujourd'hui sur le court terme. Impact, c'est dans 3 mois, qu'est-ce que vous pourrez dire que ça a changé? Quel a été le changement? Et dans quelle mesure est-ce que ce changement est attribuable à ce webinaire uniquement? Voilà. Alors, je m'arrête là sur la théorie du changement. En termes de... vous pourrez poser des questions après et dans vos sous-groupes.
en termes de reporting et de performance, le reporting, c'est donc un processus qui va vous permettre de récupérer des données et de comprendre ce qui s'est passé, soit au niveau des réalisations, c'est-à-dire combien de bénéficiaires ont été vus, soit au niveau des impacts ou des résultats s'ils sont collectés. Mais vous allez pouvoir avoir un reporting qui est un reporting de réalisation qui ne sera pas de l'évaluation d'impact social. En ce qui concerne la performance elle-même, même chose, vous allez pouvoir définir une stratégie avec des chiffres que vous allez vouloir atteindre, par exemple toucher 100 bénéficiaires. Et dans votre reporting, vous allez pouvoir demander voilà, quelle a été la performance du projet. On avait prévu de toucher 100 bénéficiaires, on en a touché 100, donc on a eu une bonne performance. Même chose pour l'impact. Si vous avez une stratégie d'impact, on a prévu que 90% de nos bénéficiaires aient acquis au moins 5 compétences sur les 10 qu'on espérait leur transmettre, eh bien, vous allez pouvoir avoir une performance d'impact ou une performance de résultat. Donc, en fonction de la stratégie que vous vous donnez, si vous avez une stratégie de réalisation ou une stratégie de résultat à court terme ou une stratégie d'impact à long terme, vous allez pouvoir mesurer la performance par rapport aux chiffres que vous vous étiez donné comme objectif dans votre stratégie et par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc, dans ces cas-là, on parle de performance. Mais comme le reporting, ça peut être une performance de réalisation ou d'activité, une performance de résultat avec un changement à court terme ou une performance d'impact si ce sont des données, évidemment, qui sont collectées. Voilà, donc je m'arrête là pour la terminologie. Alors, en termes de bénéfices, pourquoi est-ce que c'est important de mesurer son impact social? C'est important parce que, donc nous, on n'a pas tellement de recul en France, mais au Royaume-Uni, ça fait déjà une vingtaine d'années que toutes les associations de l'ESS, moi j'ai travaillé sur le sujet pendant 10 ans au Royaume-Uni, et déjà en 2005, toutes les associations, il y avait des grands programmes de formation en évaluation d'impact social où toutes les associations, toutes les structures de l'ESS étaient formées sur le sujet. Et donc en 2012, ils avaient déjà pas mal de recul, puisque vous voyez qu'ils avaient dans le N tout en bas 692 associations et structures de l'ESS, hein, charities, c'est vraiment, ça englobe tout le monde au Royaume-Uni. Et donc sur ces 692, ils leur ont demandé qu'est-ce que ça vous a amené d'avoir mis en place une évaluation d'impact social. Et ce qui arrive en tête, donc c'est l'amélioration de la qualité des services, donc tout cet aspect de pilotage, et la capacité accrue à démontrer ces résultats. Et je passe sur le reste, puisque de toute façon, vous pourrez les lire ensuite par rapport à ces slides qui vous seront partagés. Donc, quand on veut évaluer, qu'est-ce qu'on peut vraiment évaluer? C'est très important de pouvoir définir le périmètre. Donc, de qui vous voulez faire une évaluation d'impact social? Est-ce que ça va être de tout un secteur? Est-ce que ça va être de la fondation vous-même? Est-ce que ça va être d'un projet, d'une organisation? Qu'est-ce que vous voulez mesurer? Donc ça, c'est le quoi. On a déjà parlé des réalisations, nombre de bénéficiaires touchés, des résultats, quels changements ont été créés à court terme, des impacts à un an, finalement, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que les résultats ont été pérennes ou est-ce que les bénéficiaires sont redevenus dans la situation où ils étaient quand vous aviez identifié le besoin? Et puis vers qui? À qui est-ce que vous voulez communiquer cette évaluation d'impact social? Elle va servir à qui et pourquoi faire? Est-ce qu'elle va être pour motiver les équipes qui vont comprendre de façon plus claire finalement quels sont leurs impacts? Est-ce que ça va être pour le conseil d'administration? Est-ce que ça va être pour aider les porteurs de projets aussi à avoir un meilleur pilotage? Et puis plus largement la société ou l'environnement. Donc il y a deux grandes finalités qu'on distingue dans l'évaluation d'impact social, ce qu'on appelle le prove et l'improve, puisque donc c'est des termes anglo-saxons, mais le prove, ça va être tout ce qui est communiqué son impact en termes de, ça peut être communiqué en externe, de façon donc grand public, mais aussi communiqué en interne pour les équipes, et c'est très important pour la motivation des équipes. Et puis tout l'aspect improve, c'est-à-dire pouvoir comprendre son impact pour l'améliorer et le maximiser. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour une fondation distributive de mesurer son impact? Pour la prise de décision, puisque dans les 10 dernières années, on a vu quand même une rationalisation des budgets.
La professionnalisation du secteur, hein, ça on en a déjà parlé et je sais que vos groupes de travail sont vraiment axés sur, cet objectif. Pouvoir bien comprendre les impacts à court, moyen et long terme. Au-delà de savoir que vous avez touché beaucoup de monde, est-ce que ça a changé quelque chose pour eux ou c'est juste beaucoup de satisfaction? Ce qui fait, une grande différence. Meilleure compréhension par les équipes, hein. On a tendance à se dire, les équipes, vont sentir que c'est une évaluation en plus et que leur performance est évaluée. Ce qu'on explique quand on travaille, avec des équipes qui, doivent faire une évaluation d'impact social, c'est que ça va être l'inverse. L'idée, c'est de faire ressortir, des impacts qu'eux voient sur le terrain, mais qu'ils n'arrivent pas à chiffrer et donc qu'ils n'arrivent pas à communiquer à leur manager, ou qu'ils n'ont pas forcément les moyens de voir de façon globale puisque les données ne sont pas, analysées pour eux. Donc communication externe et interne, hein, tout ce côté proof, et puis d'améliorer le pilotage de votre activité de distribution aussi, tout le côté improve. Alors, quelle est votre, voilà, vous pouvez me dire quelle est votre capacité à piloter cette activité de distribution et finalement à créer un changement et à maximiser l'impact, vous qui êtes une fondation distributive, et bien finalement, il y a enfin, vous avez une très très grosse capacité, beaucoup plus que des porteurs de projets, de changement systémique, puisque vous avez la capacité de voir sur tout un secteur ou sur un ensemble de porteurs de projets, finalement, quelles sont les actions qui vont avoir l'impact le plus pérenne. Donc, il y a un chercheur qui s'appelle Alnor Ebrahim, qui est un des plus grands chercheurs, disons, sur le sujet de l'évaluation d'impact social, qui vient de sortir un livre sur le sujet et qui illustre vraiment cette idée en disant seuls les financeurs ou en tout cas, c'est eux qui ont la plus grosse capacité de changement systémique, si seulement ils peuvent mesurer l'impact de leurs porteurs de projets avec une vision suffisamment macro. Donc voilà, je voulais vous communiquer cette idée parce que souvent on entend d'une fondation, bah, c'est les porteurs de projets qui peuvent changer les choses. Et en fait, vous, avec votre analyse macro, vous avez la possibilité de changer de façon systémique ce qu'un porteur de projet ne pourra pas forcément faire tout seul avec son projet. Alors, au niveau d'une fondation, vous avez 2 niveaux possibles. Alors, c'est souvent les questions qu'on nous pose. Est-ce qu'il faut que je mesure l'action des porteurs de projet ou mon action à moi? Les 2. C'est très important. C'est difficile de mesurer finalement votre action sans comprendre dans quelle mesure est-ce que votre financement va permettre de maximiser l'impact des porteurs de projets. Donc, vous allez avoir besoin de cette information, d'où l'importance de la culturation et de la formation des porteurs de projets à mesurer eux-mêmes leur impact social. Et puis, au niveau au-dessus, donc méta, votre accompagnement qui peut être un apport financier purement, mais cet apport financier peut évidemment être un levier de maximisation de l'impact, donc ça c'est important de pouvoir le mesurer. Et puis un apport extra-financier, puisque dans beaucoup de cas, vous apportez aussi des mises en réseau, vous animez une communauté par rapport à vos porteurs de projets, et tout cet aspect-là va aussi peut en tout cas faire l'objet d'une évaluation d'impact social, mais c'est très important que les projets puissent aussi apporter finalement de la matière à cet impact en montrant qu'il a été maximisé sur le terrain aussi. Et on a travaillé avec la VISE, donc vous avez sur l'écran un manuel sur évaluer l'utilité sociale des financeurs de l'économie sociale et solidaire, qui inclut tout un aspect où on a travaillé avec des fondations philanthropiques sur le mécénat, donc cet accompagnement financier et extra-financier avec des indicateurs. Élise, excusez-moi, Oui, je prends juste la parole parce que je vois que le temps tourne. En fait, oui. votre présentation est passionnante et vraiment claire, c'est formidable, c'est très précieux. Moi, je propose qu'on aille vraiment jusqu'au bout, même si on dépasse un peu le temps imparti. On fera notre réunion en sous-groupe ensuite, a priori de 30 minutes. Ceux qui pourront rester au-delà pour la restitution, tant mieux. Sinon, de toute façon, vous serez tous tenus au courant par un compte-rendu sur les principaux points que nous évoquerons ensuite. Voilà, donc je vous invite à continuer, Élise, évidemment en étant attentive au temps aussi. Ouais, Mais ouais, il me reste 1 minute, j'ai presque terminé. merci. Voilà. Alors, le rôle des fondations dans le changement systémique, donc je voulais vous donner un exemple. Donc, Françoise est là de la Fondation Massif. Ce qu'on fait avec la Fondation Massif, par exemple, c'est qu'on travaille sur un référentiel sur les mobilités
donc pour tout le secteur mobilité. Et l'idée, c'est d'utiliser l'évaluation d'impact social, et notamment, là, vous voyez sur l'écran, un benchmark sur lequel on a travaillé et qui va être publié pour partage de tous, mais de pouvoir, en ayant une vision de tous les porteurs de projets, en tout cas d'un gros volume de porteurs de projets financés par la Fondation Massif autour des mobilités, de pouvoir créer des outils et outiller pour maximiser l'impact au niveau d'un secteur. Et ça peut se faire qu'au niveau d'un financeur qui a assez de projets pour que ce soit représentatif et pertinent pour tout le secteur. Donc ça, c'est un exemple de capacité de changement systémique. Quand se mettre et démarrer une évaluation d'impact social le plus tôt possible, et si possible dès la création, soit de votre programme de financement, soit d'un projet. Là, c'est un exemple d'un projet qu'on fait avec la Fondation Devoteam, où on a commencé à travailler sur le cadrage de l'évaluation d'impact social, donc la théorie du changement, dès que la Fondation a commencé son programme de Tech for People, donc dès qu'elle s'est structurée. Donc, il n'est jamais trop tôt, si je puis dire, à partir du moment où vous avez une mission et une stratégie, pour entamer une démarche de cadrage de votre évaluation d'impact social. Alors, sur les méthodes, je vais passer très rapidement, mais si vous avez des questions, il y a pas mal de ressources pour en savoir plus. Il y a beaucoup de méthodes. Souvent, on est un petit peu perdu dans toutes ces différentes méthodes dont on entend parler. Donc, on les a classées en 4 grandes familles, qui sont les méthodes d'explicitation du changement qu'on appelle les méthodes qualitatives. Vous avez les méthodes quantitatives par indicateur. Donc ça, c'est celle que je vous ai montré jusqu'ici, où on a donc des pourcentages, etc. Donc, des indicateurs quantitatifs. Et puis, une fois qu'on a ces indicateurs quantitatifs et qu'on a utilisé ces méthodes, on a la possibilité de comparer avec des groupes témoins. Donc ça, c'est des méthodes toujours quantitatives, mais par groupe de comparaison, qui sont aussi la randomisation et des méthodes qui sont prônées par Esther Duflo, donc prix Nobel d'économie l'an dernier, et les méthodes de monétarisation, qui sont aussi basées sur des méthodes quantitatives, mais qui vont permettre de donner une valeur à un impact social qui a été évalué. Donc, les méthodes qualitatives, pour l'illustrer, et après j'aurai terminé, c'est donc quand on parle de mots, de termes, on ne parle pas de qualité, on parle vraiment de verbatim, quand on est sur des méthodes qualitatives, par des entretiens, des témoignages, etc. Les méthodes quantitatives, c'est quand on va passer aux chiffres, mais ça peut quand même être le nombre de personnes qui déclarent quelque chose. Donc là, l'exemple de l'évaluation d'impact de la Fondation Crédit Coopératif, basé sur des questionnaires, des chiffres, des pourcentages. Donc là, on est sur des indicateurs quantitatifs, même si c'est du déclaratif dans certains cas. Et puis, alors, que choisir entre qualitatif et quantitatif? Là, c'est une petite illustration humoristique qui dit « Parlez-moi de vous, Anne-Cécile, de vos projets, de vos envies, de vos rêves. De mon côté, je me charge de les chiffrer. » Donc, qui se moque un petit peu de toute cette idée qu'il faut avoir des chiffres, alors qu'on est sur du complexe et sur de l'humain. Et à l'inverse, le quantitatif, comme vous voyez sur la slide précédente, c'est quand même très important pour essayer de voir une réalité et de valider sur un grand volume. Donc, quand on dit qualitatif ou quantitatif, à l'ESSEC, on dit les deux, une fois de plus, c'est-à-dire c'est très important d'avoir le qualitatif pour pouvoir avoir un quantitatif de qualité, mais pour pouvoir parler et s'assurer que le qualitatif est valide, le volume et le quantitatif est important. Enfin, les méthodes quantitatives par groupe de comparaison, ça permet de vérifier que finalement, c'est un petit peu toute cette idée du poids mort. Donc là, c'est l'exemple du programme Égalité des chances ESSEC, une grande école, pourquoi pas moi, où on avait tutoré des jeunes de quartiers populaires à ce qu'ils puissent rentrer en classe prépa grandes écoles. Et donc, on a utilisé un groupe témoin sur les mêmes jeunes, parce qu'on pourrait dire que grâce au programme PQPM, donc pourquoi pas moi, 45% sont rentrés en classe prépa grandes écoles. Est-ce qu'on aurait pu l'attribuer? Non. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un groupe témoin du même type, sur ce groupe témoin, il y en avait 20% qui rentraient de toute façon en classe prépa grandes écoles, même sans le tutorat. Donc là, dans l'attribution et le poids mort, on ne peut s'attribuer que les 25% du delta entre le groupe témoin et ce qui a été en plus par le programme Pourquoi pas moi.
Et enfin, les méthodes quantitatives de monétarisation, qui sont encore assez peu répandues en France et assez controversées, qui permettent de mesurer tout l'aspect efficience. Donc, je vous ai mis à gauche une petite photo qui illustre cette idée que je ne sais pas si vous voyez, mais les enfants sur la photo, même si on a construit un très joli toboggan, finalement, n'utilisent pas du tout le toboggan et préfèrent descendre sur la petite colline. Et donc, tout cet argent a été dépensé, même si finalement l'objectif est atteint et l'impact de s'amuser et de l'activité physique est atteint, ça aurait pu être de façon beaucoup moins chère en ne créant pas et en ne finançant pas ce toboggan. Donc, vous voyez à droite une étude SROI de À l'envie, donc qui est une entreprise sociale sur les auxiliaires à domicile et qui a essayé de donner une valeur monétaire à son modèle. Et même si on est vraiment sur là pour le coup, les auxiliaires de vie, etc., sur du social, on peut quand même essayer de montrer que cette valeur sociale, elle a une valeur pour la société et lui donner un prix. Voilà. Et je m'arrête là. Merci infiniment, Élise. C'était passionnant, clair, vraiment. Merci. Je crois que ça nous a fait, en tout cas, ça a mis tout le monde à un niveau minimal de connaissances sur le sujet et de connaissances extrêmement bien présentées. Alors maintenant, je vais procéder à la division en sous-groupes. Je vais vous demander un petit peu de patience parce qu'il faudra que je répartisse chacune des co-animatrices dans les groupes. Donc, je prépare la division. Voilà, je vais créer